Voilà, ben merci de nous rejoindre. Donc, à mes côtés, Gisèle Sapiro, qui est sociologue et historienne, directrice d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. À côté d'elle, Leïla Bakli, qui est chercheuse, on dit spécialiste des printemps arabes. Elle est basée aujourd'hui à Berlin, dans un centre de recherche qui est au centre Marc Bloch à Berlin. Le fameux centre Marc Bloch. Et à côté d'elle, Dominique Cardon, sociologue lui aussi, qui est rattaché au laboratoire des usages de Orange Labs et chercheur aussi associé au centre d'études des mouvements sociaux. Et chacun, à leur titre, a quelque chose à dire de cette histoire que nous évoquons. Mais on va d'abord se tourner vers Gisèle Sapiro. Pour lui demander, puisque vous connaissez très bien cette histoire aussi de la place des intellectuels dans le débat public après-guerre. Et j'aimerais commencer tout simplement par vous demander quelle place vous accordez à Dionys Mascolo dans cet univers, dans cette galaxie des intellectuels français de cette époque. Oui, alors c'est vrai que Dionys Mascolo, c'est un personnage qu'on rencontre dans chaque entreprise subversive de l'époque. C'est assez impressionnant, et toujours de manière très discrète. Il y a son nom dans une suite de noms, mais il est toujours là, il est toujours à l'initiative quasiment de ces entreprises. Ce que je voudrais dire, c'est que bon, l'esprit d'insoumission qu'il incarne, c'est aussi un héritage de la résistance. Hein. Le premier texte que Sartre publie en 1944, dans les lettres françaises, c'est « Jamais nous n'avons été plus libres que sous l'occupation allemande ». Et cette liberté, c'était quoi? C'était le pouvoir de dire non. Et cette opposition, ce principe d'opposition, c'est ce qui va définir l'esprit de révolte. Hein. Camus a aussi écrit L'homme révolté. Donc on voit que c'était vraiment l'esprit d'une époque marquée par la résistance, qui voulait dire l'entrée en illégalité, c'est-à-dire c'est la différence entre un combat légal et un combat clandestin dont la résistance avait marqué la légitimité, en fait. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la figure de Dionys Mascolo, elle incarne plusieurs des tensions, des paradoxes ou des transformations de l'engagement des intellectuels à cette époque. Tout d'abord, il y a une tension chez lui entre... on peut dire que déjà, il se situe dans ce qui est en train de se structurer comme l'historien Philippe Gautreau appelait le champ politique radical, c'est-à-dire qu'il existait une gauche déjà critique du communisme avant la guerre, mais après la guerre, elle s'organise, elle se structure, et c'est la genèse un peu de cette gauche extra-parlementaire, on peut dire, qui va vraiment émerger dans les années 60. Donc il était... le groupe de la rue Saint-Benoît est déjà dans cette position d'hétérodoxie par rapport au communisme et va rompre, se faire exclure, mais vous l'aviez cherché, hein, cette exclusion, et en démissionnant. Par le besoin, en fait, qui est celui de l'intellectuel, de dire ce qu'il a à dire. Hein. Donc là, il y a une confrontation entre des logiques. Mais ce qui est intéressant, c'est la tension chez lui entre deux modes d'action, en fait, des intellectuels. Le mode d'action un peu traditionnel institué par l'affaire Dreyfus, c'est-à-dire l'engagement collectif des intellectuels à travers l'organisation de groupements, de pétitions, de signatures collectives, c'est-à-dire le recours au capital symbolique collectif du groupe pour légitimer des causes universelles. Et donc, il anime de tels collectifs, rue Saint-Benoît, le comité d'action contre la poursuite de la guerre en Afrique du Nord en 1955, c'est un tel collectif. D'ailleurs, dans une lettre à André Mandouze, à ce propos, il évoque l'affaire Dreyfus, hein, c'est sa référence, et évidemment le manifeste des 121 que vous avez évoqué. Donc ça, d'un côté, c'est cet engagement traditionnel des intellectuels, et puis de l'autre, c'est l'engagement révolutionnaire, où l'intellectuel, en fait, va se fondre dans la lutte pour la transformation du monde social au point de s'annihiler. Et ça, c'est... il y a eu un comité des intellectuels révolutionnaires qu'il a créé vers 1955. Et puis, il y a eu surtout ce comité d'action étudiants écrivains qui, en 68, donc, revendique l'anonymat
pourtant bon, il y avait des grandes figures, hein, Duras, Antelme et Mascolo, revendiquent l'anonymat comme mode de mobilisation, et ils vont se trouver en opposition avec les jeunes écrivains qui s'organisent en union des écrivains, qui occupent l'hôtel de Massin et qui revendiquent la reconnaissance du statut d'écrivain, la question du prolétariat. Enfin, c'est pas formulé de cette manière-là à l'époque, mais la reconnaissance des conditions matérielles difficiles des écrivains. Et donc cette conception de révolutionnaire, il l'exprime aussi dans le livre qu'il a fait avec Sartre du rôle de l'intellectuel dans les mouvements révolutionnaires. Il a cette phrase où il dit « Celui dont la pensée s'identifie à l'exigence communiste, c'est déjà en un sens supprimé par là comme intellectuel, et évidemment sans renoncer au travail théorique ». Ça c'est important, c'est-à-dire travail théorique qui pour lui est toujours un travail critique, toujours un travail de destruction en fait des clichés, des modes de pensée existants. Alors peut-être ces deux pôles sont réconciliés chez lui par l'idée que les intellectuels c'est le peuple absent. Donc c'est ce peuple de Michel. Les intellectuels, c'est le peuple absent. Et quand il appelle à former, par exemple, des comités de soutien au peuple vietnamien, il incarne un peu cette idée des intellectuels comme peuple absent. La deuxième chose qui me paraît importante dans ces combats, c'est la dimension transnationale. C'était pas si évident avant alors c'est vrai qu'avant la guerre, on avait eu, bon évidemment il y a l'Internationale communiste, c'est la référence. Il y avait eu l'association des écrivains et artistes révolutionnaires. Il y avait les mobilisations antifascistes, comité de défense de la culture dans les années 30. Il faut rappeler aussi qu'il y a une internale fasciste qui se forme dans les années 40 et qui est un congrès de Stockholm en 51. Alors, chez Mascolo, je pense que c'était quelque chose qui... Enfin, il n'avait pas à faire d'efforts pour penser de cette manière. Bon, c'est le fils d'un émigré. Il est chez Gallimard responsable des cessions et des acquisitions. Donc, il s'occupe des relations internationales. Il aura ce projet de revue internationale qui a échoué. Et c'est très intéressant de comprendre les raisons de cet échec qui sont très fortement lié à la manière dont la pensée est tellement comment dire, inscrite dans des traditions nationales. Donc, par exemple, quand ils parlent de silence et tout ça, les Italiens, ça leur évoque un groupe chrétien. Enfin, donc les références ne sont pas du tout les mêmes. Et ça échoue sur un problème de communication sur des concepts. Mais enfin, l'initiative, donc, c'était avec Victorini, avec Enzensberger, avec des grands noms de l'époque. Et c'est vrai que lui, il était en contact permanent avec ces écrivains dans son travail chez Gallimard. Et c'est une activité d'ailleurs qui est moins connue et qui me paraît... Enfin, il se trouve que j'ai consulté les archives Gallimard et j'ai vu Mascolo partout, enfin, sur les questions de traduction. Et j'ai pu voir son rôle notamment... Alors, il y a un épisode quand même assez intéressant, c'est le moment de la création, du lancement et de la collection littérature soviétique fondée par Aragon, chez Gallimard, juste après... Enfin, 57, juste après le rapport Khrouchtchev et le début du dégel. Et alors, il y a une tension très forte parce que Aragon veut monopoliser les relations avec l'agence artistique et littéraire. Il joue tout le temps les rapports de force sur ce plan-là. Mascolo veut chercher des textes plus dissidents. Et donc, Gallimard demande des titres. Aragon se fâche qu'on a demandé des titres qu'il n'a pas demandé, qu'il n'est pas au courant. Enfin bon, voilà. Donc, c'est un épisode assez intéressant. Mais ça montre que même dans son travail d'éditeur, il était engagé. C'est-à-dire qu'il n'abandonnait jamais cette perspective. Et alors, ça me conduit au dernier point important et qui est une des tensions des intellectuels de l'époque, c'est la tension entre les logiques intellectuelles proprement dites ou artistiques ou esthétiques et les logiques militantes. Et de ce point de vue-là, c'est une des raisons du désaccord, hein, vous l'avez évoqué, avec le Parti communiste, c'est qu'il défend l'autonomie de l'art, de la littérature face à ce jdanovisme culturel qui est mis en œuvre par le Parti communiste français à l'époque, et donc qui révèle ces incompatibilités. Alors on les connaissait déjà, puisque les surréalistes, il est proche, il est très inspiré de la pensée des surréalistes. Donc les surréalistes, en 27, ils ont tenu quelques mois seulement au Parti communiste, ils sont partis, sauf Aragon qui est resté, pour des raisons qu'on ne va pas développer ce soir, mais parce qu'il y avait une incompatibilité, en fait, entre les surréalistes voulaient faire la révolution par la poésie, et pas soumettre la poésie à des dictats politiques, à des mots d'ordre. Alors en même temps, le Parti communiste, à partir de 1932, offre des tribunes, des plateformes d'engagement pour les intellectuels non communistes qui permettent
de se rallier sur des mots d'ordre très généraux, sur des grandes causes comme l'antifascisme, sans engager leur œuvre. Mais ça vaut surtout pour les intellectuels qui sont des compagnons de route. Après la guerre, ça existe aussi, hein, il y a la défense de la paix, mais en même temps, les conditions pour les intellectuels communistes se durcissent très fortement. On leur demande de vraiment soumettre leur activité intellectuelle à ces contraintes, à l'incarnation d'une ligne. Et donc, en termes de... Évidemment, là, c'est le réalisme socialiste, défini de manière très stricte. Aragon, d'ailleurs, va combattre ça. Et j'ai lu toutes les interventions d'Aragon au comité central du Parti communiste dans les années 50. Il passe son temps à essayer de défendre au sein du parti une ligne plus autonome. Et d'ailleurs, ça conduira au réalisme sans rivage de Garaudy, etc. Voilà, donc c'est une tension qui traverse les intellectuels communistes eux-mêmes. Et vous évoquiez tout à l'heure Jean Canapa, dont il faut rappeler que c'était un élève de Sartre qui va s'affronter à son maître en tant qu'intellectuel communiste de manière très très violente, et aussi effectivement Mascolo et Antelme se confrontent à Canapa. Canapa avait accusé effectivement Queneau, ce qu'Edgar Morin rappelait tout à l'heure, de formalisme pour les exercices de style. Alors formalisme, à l'époque, dire formalisme, c'était comme il ne pouvait pas les condamner à mort en France, mais enfin, c'est une condamnation à la mort symbolique du point de vue du Parti communiste. Rétrospectivement, par exemple, il reprochait à Malraux d'avoir préfacé Faulkner en disant ça illustrait ses tendances réactionnaires déjà à l'époque. Et alors, à ce moment-là, Antelme lui répond, mais alors comment est-ce que vous expliquez qu'il a aussi préfacé André Violis, qui était une journaliste communiste, qui a préfacé à cette époque aussi. Voilà, donc, et d'ailleurs, Canapa va attaquer très violemment son livre Le communisme. Mais en même temps, il faut comprendre que Mascolo ne défend pas l'art pour l'art. C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'il a une conception de l'art comme politique, mais qui n'a pas besoin de véhiculer une idéologie pour être politique. Donc je pense que c'est ça qui est intéressant, c'est une position originale qui est proche de celle des surréalistes, on peut dire. Et il y a toujours cette référence-là, mais qui n'était pas si répandue à l'époque. Voilà. Merci beaucoup pour ce premier commentaire. Mascolo avait d'ailleurs une phrase sibylline. Il disait « Si je devais décliner mon identité, je dirais que je suis communiste. » Et il ajoutait, c'est ça qui est sibyllin, « et ceci n'est pas politique. » Hein ? Donc vous voyez la complexité un peu de sa pensée, de sa position. Alors vous évoquiez le rapport aussi avec les artistes, mais ça, Edgar, tu pourrais aussi en parler, parce qu'il y avait beaucoup d'artistes qui passaient rue Saint-Benoît. En breton, bien sûr, mais Jacques Tati, Soulages. Et d'ailleurs, moi j'ai eu la chance de consulter les éléments de préparation, parce qu'il fallait éditer ces textes, vous voyez, cette déclaration sur le droit à la soumission. Enfin, ces textes, il fallait les imprimer, donc ça coûtait un petit peu d'argent. Donc la méthode, c'était de demander à ceux qui en avaient un peu de l'argent de bien vouloir cotiser pour permettre, voilà. Et alors, il demandait, par exemple, à des peintres, je sais pas, à Talcott, au jeune Soulages. Soulages était un jeune homme à l'époque, et à d'autres de bien vouloir contribuer pour financer tout ça. Parce que ces jeunes gens, il faut rappeler que vous étiez très jeune à l'époque, n'étaient pas très argentés, donc il fallait qu'ils se débrouillent comme ils le pouvaient. Et puis, j'allais me tourner aussi vers Edgar pour que tu dises un mot de ça, parce que ce pouvoir d'intimidation du Parti communiste, du communisme soviétique, au fond, toi, tu t'en es... Tu t'es soigné, tu as fait ta propre auto-analyse en publiant, en 1958, autocritique, hein, et où tu évoques d'ailleurs tout ce parcours et toute cette aventure. Oui, il y avait un despotisme d'Aragon sur le monde intellectuel, et qui, avec Elsa Triolet, qui, moi, m'avait dès le début révulsé, parce que j'avais été une fois au Comité national des écrivains, et c'était une atmosphère de cours, un peu grotesque. C'était Elsa Triolet disait à un jeune écrivain, vous avez beaucoup de talent. Enfin, c'était quelque chose qui faisait sous-préfecture, mais magnifié à l'échelle évidemment du monde communiste. Donc moi,
Donc, moi, j'étais qu'une seule fois, puis il est évident que Dionys était tout à fait en dehors de ce système-là. Alors, Aragon s'est opposé violemment à nous quand on a fait la contestation culturelle. D'ailleurs, si je me réfère à cette séance où Laurent Casanova avait dit qu'est-ce que c'est que cet Italien qui vient nous donner le son français, Aragon éprouvait le besoin de dire, ce que tout le monde avait compris, mais c'est le camarade Casanova que vise en ce moment le camarade Morin. Donc il éprouvait le besoin d'en rajouter et il a toujours éprouvé le besoin de défendre l'orthodoxie du parti contre nous. La grande conversion d'Aragon s'est faite à l'époque du rapport Khrouchtchev. Et d'ailleurs, le paradoxe, c'est que c'était le Saint-Triolet qui a poussé Aragon dans le parti, et plus que de ça, a joué ce rôle qu'il a joué. Et quand ils sont revenus de ce voyage, à l'époque où les langues s'ouvraient, d'ailleurs elle savait tout, puisque ça, il y avait Baïakovski, il y avait ça. Mais enfin, elle a dit, là-bas, c'est pire que le fascisme. Mais en privé, bien entendu. Et il faut dire que Aragon, un peu aussi sous l'influence de Dex, enfin, quand Dex a été rédacteur en chef des lettres françaises, il a commencé à défendre la littérature des semi-dissidents et tout ça. Mais c'est un étrange personnage qui a joué un rôle tout à fait négatif pour nous, en tout cas. En tout cas, autre chose, c'est vrai que c'était Marguerite, le repas de Marguerite, c'est là où j'ai rencontré Merleau-Ponty, c'est là où il n'y a pas seulement Tati, mais Lacan, Bataille. C'est-à-dire qu'il y avait tout un univers littéraire que j'ai découvert, moi, dans ce milieu, que connaissait aussi bien Dionys, aussi par ses fonctions chez Gallimard, que Marguerite. Et donc, c'était un monde très, 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 très riche, très vivant, dans lequel ils se baignait. Et je vous remercie beaucoup d'avoir évoqué d'ailleurs cette entreprise, cet échec en même temps, hein, de Dionys Mascolo, qui a tenté donc de monter cette revue internationale qui s'appelait Il Menabo, mais qui a connu un seul exemplaire. Et parfois je me dis, il avait quand même de l'avance, parce que peut-être qu'il avait inventé, avant Antonin Lim, avant sa lettre internationale, ce que pouvait être justement un espace de dialogue entre les intellectuels, en particulier les intellectuels européens, mais pas que. Et alors je voulais vous demander, Gisèle Sapiro, vous connaissez bien cette histoire. Moi, il m'a toujours semblé qu'il y avait dans la démarche de Dionys Mascolo peut-être un fantasme qui n'était pas avoué. Edgar, tu vas nous aider. Un fantasme qui n'était pas avoué, qui était peut-être d'aller vers la constitution d'une sorte de parti d'intellectuels. Est-ce que vous voyez ça dans sa démarche ? Il y avait une tentative à l'époque très concrète qui était celle du Rassemblement démocratique révolutionnaire de Sartre et de David Rousset. Je pense qu'il était plutôt, enfin, je pense qu'Edgar Morin saura mieux dire que moi, mais plutôt critique de cette entreprise. Si on le lit entre les lignes, je pense qu'il n'était pas convaincu par ça. Mais c'est le moment où vous étiez encore au Parti communiste, et donc je suis pas sûre que ce soit justement cette tension que j'évoquais entre le rôle des intellectuels. Finalement, l'intellectuel n'existe que si, enfin, communiste ne peut exister que si s'annihile comme intellectuel. Donc je ne suis pas sûre que c'était ça. Oui, d'ailleurs, le RDR a eu une durée très, très courte, très provisoire. Il était fondé sur une conjonction qui n'était pas faite pour durer entre Sartre et David Rousset. Et nous étions très sceptiques par rapport à ça, pour des bonnes, mais aussi pour des mauvaises raisons, parce que c'était une initiative qui se faisait en dehors du parti, mais en réalité, c'était une histoire ça n'a même pas pu être un parti intellectuel, et ça s'est dissous très, 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 très vite. Est-ce que... C'est-à-dire,
je pense que Dionys ne pensait pas au mot parti, comme parti intellectuel. Mais je pense dans ce qu'il a fait, il a toujours voulu que les intellectuels puissent intervenir de la façon la plus radicale dans les grands événements historiques qui se passaient. Ça, c'est sûr. Et justement, parce qu'il a écrit un papier, je crois qu'il s'intitulait « Le rôle propre des intellectuels dans le mouvement révolutionnaire hein, », quelque chose comme ça. Alors donc, voilà, lui mettait beaucoup en avant ce rôle des intellectuels depuis, et si on regarde voilà, la presse des 10 ou 20 dernières années, on lit régulièrement des papiers qui évoquent le prétendu silence des intellectuels. D'abord, est-ce que c'est si vrai que cela? Est-ce qu'ils sont silencieux, les intellectuels, aujourd'hui? Je ne pense vraiment pas qu'ils sont silencieux. Je pense qu'il y a énormément d'entreprises collectives qui sont complètement passées sous silence par la presse, effectivement, parce qu'il n'y a pas dedans de très grands noms qu'on puisse mettre en avant. Moi, je sais que Pierre Bourdieu, qui a d'ailleurs avait aussi, il y avait la revue Libère, et puis il y avait cette tentative de constituer un corporatif. À la fin des règles de l'art, il y a un texte qui s'appelle « Pour un corporatif de l'universel », où il appelle à la constitution d'un collectif d'intellectuels pour défendre certaines valeurs, certains principes, et aussi l'autonomie des intellectuels et du travail intellectuel dans les conditions qui sont faites actuellement, notamment économiques, mais aussi politiques. Et je sais que quand il a créé Raison d'agir, la collection de livres et aussi l'association, il essayait toujours de faire passer dans la presse des papiers collectifs, et chaque fois on essayait de ramener à son nom unique. Donc il a dû se battre pour faire avoir des signatures de plusieurs personnes. Donc je pense que cette logique médiatique qui réduit le rôle des intellectuels à cette singularité qui ne correspond plus à la division du travail intellectuel. On peut voir l'émergence, développement, et d'ailleurs la revue Argument, enfin Edgar Morin était au centre de ce basculement vers les sciences sociales, le rôle croissant des sciences sociales dans cet engagement intellectuel. Je pense que les sciences sociales, il y a beaucoup de sciences sociales très engagées, on le voit, mais elles ne prennent pas forcément les formes qu'on avait vues auparavant. C'est-à-dire qu'il y a un travail critique qui est fait par la recherche. Bon, c'est vrai qu'il y a aussi un peu une censure qui s'exerce sur le monde académique, et qu'il n'est pas toujours recommandé à des jeunes chercheurs de trop mettre en avant leur opinion, parce que ça pourrait discréditer leur travail. Donc il y a aussi des tensions. Mais si on lit bien ces travaux, il y a énormément de travaux critiques, beaucoup plus qu'on en avait, des travaux de fond, comme ceux que Bourdieu avait entrepris en Algérie. Plutôt que de jouer à l'intellectuel révolutionnaire, lui, il voulait comprendre ce qui se passait là-bas, les conditions réelles dans lesquelles vivait le peuple algérien, et qu'est-ce que c'était que l'imposition du capitalisme de l'extérieur de manière forcée par la colonisation, et qu'est-ce que ça faisait à ce peuple. Donc je pense que voilà, il y a Savoir Agir, enfin il y a plein de groupements qui existent aujourd'hui, et d'ailleurs bon, il y a des intellectuels qui sont autour de Nuit debout, il y a Frédéric Lordon, enfin on peut citer aussi le rôle de Thomas Piketty à un autre niveau ces dernières années. Donc c'est totalement faux de dire ça. Simplement, disons que les intellectuels n'ont plus cette ambition universaliste. Il y a une sorte de... Foucault avait évoqué cette notion de l'intellectuel spécifique qui n'intervient... C'était contre Sartre. Sartre, c'était l'intellectuel qui intervient sur tous les domaines et qui parle de tout, y compris de ce qu'il ne connaît pas. Foucault, lui, s'était vraiment recentré sur cette idée de l'intellectuel spécifique, et Bourdieu, lui, a formulé la notion d'intellectuel collectif. L'intellectuel collectif, c'est l'idée c'est la prise en compte de la division du travail intellectuel, et du fait qu'on peut intervenir vraiment que de manière collective, pas seulement pour accumuler le capital symbolique des signatures, mais du point de vue des connaissances que cela peut apporter. Alors, Dominique Cardon et Leïla Bakli, vous n'êtes pas des historiens, des spécialistes de l'histoire des intellectuels. Leïla, oui, pardon. Mais en tout cas, vous regardez de façon un peu plus globale les mouvements contestataires qui peuvent s'exprimer à travers, alors éventuellement à travers la toile, à travers Internet, c'est le travail que Dominique Cardon a particulièrement mené, ou dans le monde de façon beaucoup plus diverse. Et Leïla Bakli a observé
de nombreux mouvements justement contestataires. Est-ce que ces mouvements incarnent ce que l'on appelle là dans ce débat l'esprit d'insoumission? Est-ce qu'ils sont portés, accompagnés par des intellectuels, ou est-ce qu'ils sont plus l'expression de ce que l'on appellerait, je sais pas, la société civile? Comment vous interprétez d'abord au plan mondial, puisque vous, Leïla, vous avez observé de nombreux mouvements dans des pays extrêmement divers de la planète. C'est la façon dont ils s'exprimaient, dont ils revendiquaient, dont ils manifestaient cet esprit de vigilance. Voilà, comment ces mouvements apparaissent et par qui sont-ils portés? Alors, d'abord, je vais essayer de parler de ce que je connais le mieux, ce qui est quand même le plus simple. Je travaille essentiellement sur le monde arabe, donc c'est ce que je connais à peu près. Pour le reste, je peux éventuellement comparer. Je dirais que s'il y a bien un lieu où, effectivement, cette question de la voix des intellectuels a encore un sens, et sous cette forme-là, ça serait effectivement dans le monde arabe. Enfin, en tout cas, c'est là que je le repère le plus. Pour des raisons diverses, mais qui ont peut-être à voir avec ce que Gisèle disait tout à l'heure sur l'expérience de la résistance, et dans le fait que l'expérience de la résistance fonde, dans une certaine mesure, cette position de l'intellectuel après-guerre. Je pense que dans les combats d'indépendance et dans les luttes les plus récentes, si je prends l'exemple de la Syrie, qui est celui auquel je pense le plus directement là, se marquent des solidarités souterraines, effectivement un travail de l'anonymat, mais aussi une quête de quelque chose qui ferait témoignage et qui porterait la voix d'un mouvement qui ne peut pas se dire, ou qui a été, disons, en partie emprisonné, réduit au silence, etc. Donc dans des pays, enfin je nommerais comme ça l'Irak, la Syrie, l'Égypte, c'est des pays où les intellectuels sont, disons, encore des intellectuels, disons, de ce type-là, où il y a des voix vraiment qui se distinguent et qui sont reconnus comme tels, dans lesquels les gens se reconnaissent, enfin, donc qui portent, et puis aussi avec cette encore souvent des affiliations partitaires très très fortes, mais tout ça est dans une période de bascule aussi depuis les révolutions, enfin depuis avant les révolutions, mais enfin ça apparaît beaucoup avec les révolutions, où disons de nouvelles formes, disons, d'expression, y compris intellectuelle, surgissent, alors avec des supports différents, une volonté d'être plus collectif et d'être plus anonyme, de travailler des identités, de jouer sur les identités de manière beaucoup plus fluide, et de mélanger, alors c'est ce que tu disais aussi, le travail intellectuel avec l'élan révolutionnaire, c'est-à-dire de se fondre dans ce qu'est la révolution, y compris avec des poètes qui suivent et qui écrivent pour les révoltes, sans y mettre leur signature forcément. Souvent, d'ailleurs, et c'est toujours vrai, malheureusement, les intellectuels et les artistes, dans les pays où il n'y a pas un minimum de règles démocratiques, peuvent être poursuivis, pourchassés, tués. Ça a été le cas dans l'Algérie des années 80, c'est le cas plus récemment. Et on voit que la culture est une cible particulière des mouvements totalitaires. Edgar Morin évoquait le communisme soviétique, mais on pourrait évoquer d'autres situations tout à fait actuelles. Oui, j'ai été frappée en entendant Edgar Morin de voir le jeu avec le risque, en fait, qui, à mon avis, est une des conditions de possibilité de ce monde intellectuel où chacun se positionne par rapport aux autres, et où il y a un jeu sur c'était très bien dit dans le texte aussi, sur l'essentiel de l'énergie qui est passée à se positionner ou à discuter des positions réciproques. C'est vrai que dans des conditions où le risque est beaucoup plus vital, les choses sont peut-être pas exactement les mêmes, et effectivement on rentre dans un univers qui est plus proche de celui de la résistance pour ce qui a été l'expérience française. Donc
du moment précédent, j'allais dire. Mais c'est pas forcément toujours le cas. C'est-à-dire si on prend la Tunisie aujourd'hui, où on est dans un moment où il y a moins de risques, enfin où il y en a beaucoup moins que sous la dictature ou que dans des pays proches comme l'Égypte. Il reste une figure de l'intellectuel qui émerge, hein, et je pense que là, ce temps des intellectuels d'après-guerre dont on vient de parler, il ne sera pas là. On ne passera pas par cette étape-là, parce qu'on va directement à une phase où tout ça est beaucoup plus approprié, plus directement approprié, y compris par des médias nouveaux, par une façon de partager le savoir, par aussi une réappropriation de l'université, des savoirs académiques, où tout est à faire et où tout est déjà pris dans une autre énergie ou dans une autre dynamique, hein. Donc le parti, par exemple, a déjà presque pas de sens. Il y a des partis, il y a des luttes de partis, etc. Mais les intellectuels aujourd'hui qui font vivre la pensée arabe, disons, s'intéressent pas à ces choses-là, hein. À partir du moment où on est sorti de la phase de résistance proprement dite, on voit tout de suite émerger des choses qui sont beaucoup plus expérimentales et beaucoup plus directes, beaucoup plus proches de Nuit debout ou des appropriations, ou des réflexions, y compris sur la démocratie ou sur les limites de la participation, de la représentation, des choses comme ça. Donc on reviendra vers vous, Leïla Bakli et Gisèle Saviro, dans un instant, parce que on aura du temps aussi pour échanger avec les nombreuses personnes qui sont venues. Mais je me tourne vers Dominique Cardon maintenant. Dominique, tu travailles depuis longtemps sur Internet comme espace aussi de nouvel espace de démocratie. Est-ce que tu as le sentiment que cet outil permet justement à cet esprit d'insoumission de se manifester d'une toute autre façon que de la manière dont on l'a évoqué jusqu'ici? Alors, il faut dire que c'est un débat passionnant, mais j'ai effectivement l'impression que si on regarde la situation contemporaine des formes du mouvement social sur Internet ou Nuit debout, pour garder un exemple très parlant, on est quand même très très loin de cette magnifique période dans laquelle on a vu les intellectuels se désolidariser des partis, se rapprocher des sciences sociales, rentrer, comme ça a été dit, dans une sorte pas d'anonymat, mais de disparition dans les luttes spécifiques aux côtés des acteurs. Et finalement, quand on regarde les formes, moi ce que j'ai beaucoup regardé, c'est effectivement la manière dont l'apparition des possibilités offertes par le numérique et en résonance avec les transformations des formes du mouvement social qui sont apparues, mettons, à la charnière des années 90-2000, ont constitué des formes qui se sont couplées l'une à l'autre avec une sorte de cycle qui s'est mis en place et dans lequel on a quand même un centre de gravité de la forme du mouvement et de la relation avec... Alors je ne sais pas s'il faut dire les intellectuels, parce que c'est beaucoup de choses, les intellectuels, mais enfin avec le discours théorique, avec la proposition de programme, avec la forme penseur, etc., a profondément changé, je crois. Et donc c'est ça qui me semble intéressant. Ça ne veut pas du tout dire que le discours intellectuel a disparu, mais je pense qu'il joue de façon très très différente. D'abord parce que, bon, alors, c'est pas avec le numérique, il ne faudrait jamais commencer une phrase avec le numérique. Enfin bon, dans la naissance d'Internet, on a vu apparaître une forme... Alors, communauté, et une communauté qui était effectivement dans l'idée de la dissidence, hein, elle est très très liée à la contre-culture américaine des années 80-90, avec l'idée de sortir de la société pour la refaire. Hein. Il y avait cette rêverie qui a accompagné l'imaginaire d'Internet, qui était de sortir d'un monde dans lequel la domination, le sexisme, le racisme s'exprimaient, la société fordiste, etc., pour essayer de refaire une communauté sur d'autres bases. Ça donnait lieu à des formes politiques assez parfois subversives, dissidentes, pas toujours, hein, mais parfois aussi à des formes politiques assez originales qu'on a vu émerger fréquemment. Et moi, il me semble que c'est très lié à des transformations du mouvement social dans lequel l'attachement partidaire ou syndical ne s'est pas atténué, mais il s'est multiplié. Et moi, je pense beaucoup au mouvement que tu connais bien aussi, altermondialiste, c'est-à-dire qu'on avait on a une forme qui s'est mise en place, et il me semble qu'elle est assez proche de ce qui s'est joué avec Internet, c'est-à-dire l'idée que on crée des collectifs aux frontières floues et sans mettre les idées ou le programme ou la substance, et du coup aussi l'intellectuel,
au cœur de ce qui réunit, parce qu'on essaie de réunir des diversités. Et du coup, dans un forum social altermondialiste, on avait plein de références intellectuelles, ils sont très présents, hein, plein de penseurs, mais absolument différents et dissidents, ce que n'aurait jamais admis le monde de la rue Saint-Benoît, de mettre ensemble des gens qui portaient des pensées aussi radicalement différentes. Donc il y a l'idée de faire un collectif avec les diversités, il y a l'idée de ne pas représenter, hein, et de ne pas confier à des porte-paroles, et puis il y a cette idée de fabriquer une sorte de consensus entre les individus. Alors moi, il me semble que cette forme-là, qui est une forme qu'on retrouve beaucoup sur Internet, qui a motivé beaucoup de communautés, de formes politiques, de collectifs de l'Internet, et puis les grandes communautés de l'Internet, Wikipédia, le logiciel libre, ces choses comme ça, elle s'est radicalisée, peut-être que radicalisée, pas le bon mot, mais elle a porté ici un point de radicalité dans les nouveaux mouvements qui sont apparus, Indignés, Occupy, Nuit debout aujourd'hui, de faire des collectifs avec des individus pour lesquels le fait même de donner son appartenance organisationnelle devient un problème. On est d'abord des sujets et des individus, et c'est en tant que sujet et individu qu'on participe à l'assemblée des discussions, en donnant un droit égal à tous, et avec un respect, un attachement, et finalement, c'est même, je crois, le cœur de l'expérience, une expérience de l'égalité dans laquelle chacun, quel que soit son identité, sa condition et son appartenance, son militantisme, etc., aura le même droit d'expression. Et donc ces formes-là sont étonnantes. Elles sont, je crois qu'elles traversent maintenant le monde avec des différences culturelles et des rapports à la politique qui sont très très différents dans chaque endroit où ces mouvements déplacent ont lieu. Mais ce qui est au cœur de l'expérience, c'est qu'elle est procédurale. Elle n'est pas liée à un contenu théorique, programmatique, substantiel fort, puisqu'on essaye de respecter la diversité de ces affaires. Du coup, la question très centrale que je me pose, c'est les intellectuels n'y sont pas présents. Ils subissent le même sort que les partis politiques. Ils sont présents dans une autre forme. Et alors moi, je dirais, et c'est là qui joue de façon très forte, c'est que c'est des formes procédurales qui opèrent sur un bruit de fond. Et ils fabriquent le bruit de fond. Et ce bruit de fond, il est très important. Le bruit de fond, c'est de dire, on est ensemble, on est égalitaire, on met en place des procédures, on fait des commissions, on va réformer la Constitution, on va inventer des programmes d'action spécifiques. Mais il y a quelque chose qui nous réunit autour et qui est un bruit de fond. C'était un autre monde est possible pour les altermondialistes. C'était nous sommes les 99% pour Occupy. C'est nous valons mieux que ça aujourd'hui. C'est-à-dire, en fait, c'est une sorte de mise en commun des subjectivités et de l'idée qu'il y a une subjectivité collective qui est produite par des transformations, des rapports sociaux, des formes de domination, du rapport à l'argent, à la consommation, enfin à plein d'éléments. Et ça, tout le travail que peuvent faire les intellectuels, soit de façon très spécifique pour décrire ces transformations des conditions de vie, des rapports sociaux, etc., nourrissent l'expérience de sujets, mais qui, quand ils sont ensemble dans ces mouvements... Je m'excuse. Quand ils sont ensemble dans le mouvement, en revanche, ont de grandes difficultés, hein, on l'a vu récemment avec Frédéric Lordon pour Nuit debout, à donner une influence, en tout cas au mouvement, si l'idée même était de donner une influence au mouvement, parce qu'il est dans cet esprit de la procédure et de la discussion, avec une sorte de loi absolue de l'égalité qui s'est mise en place. Alors, Dominique Cardon évoquait ces mouvements qui aujourd'hui se manifestent une forme d'esprit de résistance, si c'est pas trop osé d'utiliser cette expression. Eliard, je reviens vers toi parce que toi, tu tenais absolument à ce que nous évoquions aujourd'hui, en parlant de l'esprit d'insoumission tel que Dionys a pu le représenter. Tu tenais à ce que l'on évoque ces mouvements aussi de jeunes d'aujourd'hui, qui ne s'organisent pas de la même façon, à la façon dont vous vous organisiez, mais qui, au fond, essaient aussi de faire avancer quelque chose de la même cause que celle que vous essayez de faire avancer. Au fond, faire reculer les injustices ou dénoncer les injustices. Comment tu interprètes ces mouvements en observant justement leur place dans l'histoire contemporaine ? Bon, je trouve que la première chose, c'est que dans notre histoire, peut-être dès le 19e siècle, mais au 20e siècle, disons, ce qu'on peut appeler l'adolescence, pas au sens biologique, mais au sens de plus en plus large, parce qu'aujourd'hui, sociologiquement, on est adolescent de 13 ans, parfois à 27 ans, donc on est encore étudiant, on n'est pas marié, on n'est pas... Enfin...
je dirais que cet âge juvénile qui se trouve entre le cocon de l'enfance, qui n'est plus protégé par la famille, et qui n'est pas intégré dans la société adulte, elle éprouve très souvent à la fois une aspiration à une autre vie qui n'est pas celle que montre le monde normal, adulte, et une révolte. Je dirais que, en fait, déjà dans les mouvements de 1830-48, c'était la jeunesse qui était la plus active, et dont notre résistance à nous, sous la guerre, l'occupation, on peut dire que nos responsables principaux, ils avaient 27, 28 ans, et nous, on avait entre 20 et 23, 24 ans. Enfin, je veux dire que la résistance a été un mouvement de jeunesse dans un... Bon. Et mai 68 a été, je crois, très exemplaire parce que créé d'abord de façon spontanée par un petit groupe à Nanterre le 22 mars, un petit groupe libertaire, assez influencé d'ailleurs par socialisme ou barbarie, mais enfin libertaire, c'était cette aspiration juvénile qui s'est manifestée une autre vie, plus de communauté et plus d'autonomie à la fois. C'était des aspirations anthropologiques qui s'endorment dès qu'on arrive à l'âge adulte, sauf exception comme Dionys. Bon. Et donc, c'est pas aussi... On voit que sous d'autres formes, ce qu'ont été los Indignados en Espagne, ce qu'était Occupy Wall Street, ce mouvement qui n'a pas eu lieu en France parce qu'à l'époque où il a voulu se faire, il y a eu quelques tentes qui se sont dressées à la Défense, mais Sarkozy les a aussitôt fait démolir. C'est-à-dire, Sarkozy a réussi à écraser dans l'œuf un mouvement qui peut-être se serait développé à l'époque. Et la chose intéressante, c'est que Nuit debout, d'une certaine façon, exprime cela. C'est-à-dire que, évidemment, il y a la précarité, il y a la loi Myriam qui va sortir, il y a le film Merci Patron, qui est un film magnifique, parce que ce film-là a réveillé quelque chose, mais qui est toujours latent. Je pense que dans... Alors, moi j'étais aussi un peu inquiet, parce que pour la première fois, on avait vu à l'occasion de la manifestation contre le mariage pour tous, qu'il y avait déjà une partie de l'adolescence, de la jeunesse, qui était plutôt, se portait de ce côté-là, comme du Front National. Bon, c'est possible que ça continue, mais jusqu'à présent, le mouvement... Et alors, moi, je pense aussi qu'existe en France, de façon extrêmement dispersée, avant même les Nuits debout, toute une série d'initiatives qui se manifestent aussi bien par le mouvement convivialiste, qui est lointainement inspiré par la pensée de Ivan Illich, mais enfin qui aspire à une vie plus fraternelle, plus solidaire, plus amicale, tout ça. Il y a l'économie sociale et solidaire, qui aussi veut ressusciter, ou plutôt créer à nouveau, relancer tout ce qui est mutuel et coopératif. Il y a les colibris, qui sont un mouvement aussi fraternaliste, qui est issu de Pierre Rabhi, l'écologiste. Et vous avez d'innombrables initiatives comme le jardinage urbain, les écoquartiers, des mouvements spontanés. C'est-à-dire, ce que je trouve d'important, c'est qu'il y a aujourd'hui l'élément, disons, qui s'est progressivement amplifié, c'est une hégémonie totale du calcul, de la finance, de l'argent, de l'anonymat, et ceci d'une façon, d'abord, le monde de comprendre notre monde pour la politique, c'est le calcul.
c'est les sondages d'opinion, c'est le taux de croissance, c'est le PIB, enfin, c'est toutes ces choses. Ils ne voient le monde que par le calcul, c'est-à-dire par tout ce qui est inhumain. Aujourd'hui, le pouvoir de ce qu'on appelle les lobbies, c'est-à-dire en fait les lobbies financiers, est énorme sur les ministères, par exemple, une décision de protéger les abeilles contre certains pesticides n'arrive pas à franchir la loi. La décision même de ralentir le nucléaire s'est trouvée barrée par la pression du lobby nucléaire, qui n'est pas seulement officiel, mais il y a d'énormes intérêts derrière. Jamais le pouvoir de l'argent n'a été aussi omniprésent, énorme, etc. Et il y a une réaction. Alors, la réaction, elle se fait comment? Parce qu'on crée des oasis. Déjà, nous avons nos propres oasis, qui sont nos oasis d'amitié, de fraternité, de camaraderie, de famille, etc. Mais on essaye de créer des oasis un peu plus amples, comme ça. Je pensais à Rabi, je pense à Philippe Desvros, qui a un oasis écologique en Sologne. Enfin, il y a différents endroits. On essaye de vivre un peu autrement. On essaye de vivre. Il y a tout ce qui est covoiturage, co-ceci, co-cela, de coopérer. C'est-à-dire il y a une résistance spontanée mais dispersée contre cette tentative de nous robotiser, enfin, à appliquer la mécanique abstraite sur nos vies, hein, de penser que c'est ça l'organisation, et qui triomphe évidemment maintenant dans beaucoup de firmes et de sociétés qui créent le burn-out, etc. Parce que tout ce qui opprimait et aliénait dans le passé les ouvriers d'usine, l'OS, n'est-ce pas, hein, maintenant ça joue dans les bureaux et avec une robotisation. Donc moi je pense que des forces naissent et existent dans notre société. Elles sont multiples de résister à ça. Bien entendu, il n'y a aucune pensée qui vienne confédérer et donner un sens, une voix, en disant voilà, c'est-à-dire on sent obscurément que la voie que suit notre société et plus largement notre civilisation est une voie qui non seulement est oppressive, est une voie dangereuse. On voit que la dégradation de la biosphère, la multiplication des armes nucléaires, les dangers multiples des fanatismes, on voit très bien que cette machine de la mondialisation, qui a des aspects ambivalents, qui a eu des aspects positifs dans certains cas, mais a des aspects de plus en plus catastrophiques pour l'humanité. Et contre ça, il n'y a que l'idéologie très limitée et euphorique de la transhumanité, mais effectivement. Donc, je pense que ici, le vrai problème, c'est qu'il n'y a pas une pensée qui permette de dire voilà une autre voie, annoncer une autre voie. Enfin, ou plutôt, des embryons existent, parce que, par exemple, l'idée d'une économie écologisée, c'est-à-dire pas seulement qui rendrait propres les sources d'énergie, hein, en supprimant les sources sales, mais qui en plus ferait régresser l'agriculture, parce qu'un des plus grands fléaux écologiques, c'est pas seulement la biodiversité, c'est la monoculture industrialisée mondiale avec tous les pesticides et tous les engrais chimiques, et l'élevage industrialisé qui donne des produits standards, ainsi de suite. Enfin, partout, il commence à y avoir une réaction sur le plan de la consommation, ne serait-ce que, même de façon illusoire, on cherche des produits bio, etc. Autrement dit, il y a quelque chose qui veut sourdre. Mais la grande différence de ce qui s'est passé à la fin du 19e, au début du 20e siècle, où toutes les révoltes ont trouvé un sens, parce comme ça, voilà, il y a le manifeste communiste, ou bien pour d'autres, et c'était proudhonien, enfin, il y avait une pensée à laquelle ils pouvaient se raccrocher, et qui leur disait, et on va faire la révolution. Aujourd'hui, on sait très bien l'échec de ces grandes révolutions
qui a été celle d'octobre et celle de Mao, tout ça, fait qu'on ne peut plus... bien sûr, on pense qu'il y a des révolutions possibles, nécessaires, mais on ne croit plus à la révolution. Et même, je dirais que la mondialisation a montré qu'on ne peut rien contre les riches. Ils envoient tout de suite leur fric dans les paradis fiscaux. C'est fini. Donc, il y a cette sorte d'impuissance, mais à mon avis, qui va trouver sa voie, parce que je crois que si on peut faire régresser progressivement l'hégémonie de l'argent, car elle asphyxie la vie de la plupart des gens. Et je pense que si, par exemple, à la fois on change la consommation, c'est-à-dire qu'on frappe du même coup les supermarchés, on favorise le commerce de proximité, l'alimentation de proximité, du même coup on favorise l'agriculture fermière et biologique, je pense qu'une multitransformation peut commencer à se faire et qu'une pensée va surgir. Mais nous n'en sommes pas encore là. Mais moi, ce que je trouve très intéressant dans les Nuits debout, c'est qu'ils cherchent une pensée. C'est qu'ils font des ateliers, ils discutent, ils pensent, l'écologie, ceci. C'est-à-dire que là aussi, les choses se font malheureusement beaucoup plus lentement qu'elles devraient. Pourquoi ? Parce que les processus catastrophiques et négatifs progressent à une vitesse plus grande que les processus positifs et que les rassemblements ne sont pas faits. Mais je crois qu'il faut parier là-dessus et qu'il faut jouer là-dessus. C'est ça, je pense, l'espoir aujourd'hui. Alors, Leïla, je ne vous demanderai pas, mais si, je peux aussi vous demander de vous exprimer sur cette vision globale de l'esprit de résistance que vient de présenter Eliar. Mais comment vous considérez justement ce mouvement Nuit debout par rapport à d'autres mouvements que vous avez pu observer ? Comment vous l'interprétez ? Est-ce à la façon d'Eliar Morin ? Vous auriez dû me demander ce que je pensais. C'est plus simple pour moi de réagir à ce qui vient d'être dit que de m'exprimer simplement sur le mouvement Nuit debout. Il y a deux choses qui me gênent, mais c'est pas simplement ça. C'est-à-dire que il y a d'abord cette idée de sève et de jeunesse à laquelle je résiste parce que comme M. Edgar Morin le sait bien, une partie de la jeunesse porte sa sève bien ailleurs que du côté de la transformation révolutionnaire progressiste aujourd'hui. Et que, de fait, dans les mouvements de jeunesse auxquels on assiste aujourd'hui comme hier, il y a des choses qui changent. Et c'est pas simplement... le modèle théorique qu'on a ou l'arsenal révolutionnaire qu'on a à disposition qui détermine un mouvement. On parlait tout à l'heure des mouvements altermondialistes. Ils ont été une expression de la contestation d'un ordre néolibéral à un certain moment. Ils ont effectivement contribué peut-être à inventer quelque chose. Ce que je constate moi aujourd'hui et depuis une quinzaine d'années, disons, et depuis, disons, ce qui a été la fin de ce qu'on a appelé le mouvement... la queue de comète du mouvement altermondialiste, c'est que les conditions dans lesquelles s'exerce cette révolte se sont durcies terriblement. On ne peut pas voir juste là des choses émerger, il y a ci, il y a ci, il y a ça. Tous ces mouvements sont extrêmement réprimés, y compris ceux qui sauvent les abeilles, y compris toutes ces choses très jolies avec des colibris et des oiseaux. On est vraiment dans un temps où j'ai tendance à penser que effectivement Nuit debout est un terrain d'expérimentation, mais on le voit, on l'a vu pas plus tard qu'hier et qu'avant-hier et que dans le mois qui vient de passer, une répression très forte de ce mouvement et une jeunesse qui accède à la politique. Alors il n'y a pas que des jeunes, je voulais revenir là-dessus sur la Nuit debout, mais une jeunesse qui accède à la politique dans des conditions de violence que moi et que d'autres n'ont pas connues. Enfin, il faut se figurer ça, que vous, évidemment, vous avez connu, puisque c'était un autre temps, mais que depuis, disons, la fin des mouvements anticoloniaux, depuis Sharon, etc., moi, je pense que ce que j'entends dans la bouche des jeunes aujourd'hui, c'est quand même une rage qui a un nom et qui s'exprime et qui porte des uniformes et qui est très, très clairement incarnée par l'État. Et quelque chose que je n'ai pas... Je reviens à ce que je disais tout à l'heure, j'étais frappée sur ce jeu avec le risque des intellectuels, etc., qui était un jeu politique dans lequel
oui, on a une sorte d'agora, on peut jouer avec ça. Là, il y a quelque chose de différent. Il y a dans le même temps, simultanément, effectivement, une expérimentation politique extrêmement pacifiste, très très expérimentale, qui veut trouver de nouvelles choses, etc., et qui cherche à tenir des places pour ça. Mais dans le même temps, dès qu'elle sort de ces places, dès qu'il y a des mouvements, etc., ils sont dans des contextes extrêmement violents, avec des peines, avec des arrestations, avec quand même une violence physique, y compris, qui se durcit. Ce qui veut dire peut-être que ces mouvements en arrivent à menacer l'ordre établi de telle manière qu'il doit réagir, qui n'est pas simplement... Il n'y a pas que l'évasion fiscale qui est trouvée comme réponse, mais bien un ordre. Mais c'est aussi ce qui accompagne toutes les lois sécuritaires qui se sont installées les unes après les autres, et qui donc font... Je pense des confrontations, enfin des images telles qu'on les voit aujourd'hui. On les a connues à Gênes en 2001, mais moi ça me rappelle aussi des images d'archives, de manifestations pendant la guerre d'Algérie ou de choses comme ça, où on course les manifestants. Donc c'était juste. Et l'autre chose que je voulais dire, c'est que ces mouvements ne sont pas que des mouvements de jeunesse, parce que justement ils sont très pris dans des situations sociales de détresse et de difficultés sociales, et qui sont très accompagnés. Quand on va à Nuit debout, c'est immédiatement frappant. Moi, je suis très frappée de voir que tout le monde dit qu'il y a des jeunes. Il y a des jeunes. Il y a quand même aussi beaucoup de gens qui ne sont pas jeunes. Et ils sont là, enfin, dans cette individuation de chacun, il y a aussi ça. Il y a aussi des générations, il y a aussi un mélange qui n'est pas uniquement un mouvement de jeunesse, et qui n'est vraiment pas du tout uniquement un mouvement de jeunesse. Merci. Alors, j'ai du mal à vous voir, mais je vais voilà. Mais peut-être que la parole pourrait être donnée du côté de la salle, qu'on pourrait prendre des remarques, des réflexions ou des questions, et en tout cas un premier groupe, pourquoi pas, d'intervention, pour que vous puissiez, je peux témoigner, réagir sur ce qui vient d'être dit depuis maintenant 2 heures que nous sommes ensemble. Je vois un bras se lever au fond. Je comprends pas bien, tu me traduis. Merci. Ma question va être très simple. C'est à propos de l'intervention de Elio Vittorini au sortir de la guerre. C'est une question à Edgar Morin. Est-ce que vous pensez que l'ouverture plus grande du Parti communiste italien, au moins d'une partie du Parti communiste italien au sortir de la guerre, est due à l'influence de Gramsci ? Alors, c'est une question pour toi, Edgar. Est-ce que tu penses que l'influence de Vittorini, la place de Vittorini et l'influence du Parti communiste italien au sortir de la guerre est due à l'influence de Gramsci, à la place de Gramsci dans la pensée communiste italienne, et pas seulement? Oui, incontestablement, il y a eu le fait que Gramsci qui restait presque totalement inconnu en France jusqu'à une époque très récente, était un penseur qui n'était pas, entre guillemets, dogmatique, et qui était extrêmement fécond, et que dans le fond, il y a eu les cadres du Parti communiste italien, évidemment à part Togliatti qui était à Moscou, mais ils se sont formés dans la lutte partisane, dans la résistance, alors qu'en France, les cadres qui se sont formés dans la résistance, comme Tillon ou Lecoeur, etc., ont été tôt ou tard éliminés par les gens qui étaient à Moscou ou ailleurs. Par exemple, ceux qui n'ont pas participé à la résistance, c'était Duclos, il était là, mais Thorez évidemment à Moscou, Marty n'a pas participé, et beaucoup de cadres moyens du parti qui avaient été arrêtés sous Daladier et qui avaient été mis plus ou moins en camp en Afrique du Nord, ceux-là qui ont survécu sont redevenus les cadres du parti. Autrement dit, les cadres staliniens de la haute époque sont redevenus les cadres du parti français, alors qu'en Italie, il y a eu une sorte de génération de cadres nouveaux, avec une sorte de libéralisme, et je dirais même de côté presque catholique à l'italienne, de sorte de tolérance, et qui a duré pas mal de temps, et qui du reste a donné une autre figure au Parti communiste italien, lequel s'est métamorphosé de façon différente que le Parti communiste français. Oui, il y a eu sûrement ça, mais je crois que c'est
nous avons eu le retour des cadres anciens des années staliniennes 37. Voilà. Oui, le micro, si le micro peut venir au milieu de la salle, oui. Alors, il y a deux demandes d'intervention. Hein. Ensuite, ce sera madame. Bonjour. Moi, ma question s'adresse à Gisèle Sapiro et à Edgar Morin. Est-ce que... Je ne sais pas si on m'entend. Et à partir d'un mot qui a été prononcé par Dominique Cardon, qui est le mot de contre-culture, j'ai l'impression que dans ce groupe de la rue Saint-Benoît, il y a quelque chose d'un communisme hétérodoxe qu'on retrouve ensuite, on retrouve en même temps un socialisme ou barbarie, un peu chez les situationnistes, dans Argument en même temps. Est-ce qu'on n'a pas là quelque chose qui pourrait être les germes d'une contre-culture à la française et qui va être réactualisé peut-être un petit peu aussi par les fameux Italiens de clarté dans les années 60 qui comptaient des gens comme Bernard Kouchner ou Burnier ou des gens comme ça. Est-ce qu'il n'y avait pas déjà, dès l'après-guerre et dans la résistance, en quelque sorte, les ferments d'une contre-culture à la française ? Du coup, la question est aussi un peu pour Dominique Cardon. Question pour toi, Edgar. Est-ce que, d'une certaine façon, ce que vous avez exprimé dans l'après-guerre préfigurait l'idée, la notion de contre-culture ? Est-ce que déjà vous étiez dans cet esprit-là ou est-ce qu'il y avait des ferments de contre-culture dans la manière dont vous vous exprimiez ? Je crois que la vie que l'on menait, un peu cette sorte de vie que... d'une certaine façon communautaire, cette patrie d'amitié, cette extraversion qui nous amenait à nous intéresser à la musique, au rock, à la vie de café. Enfin, il y avait peut-être des germes dans cette civilisation de Saint-Germain-des-Prés qui a duré 2 ou 3 ans après la guerre, mais ce n'était que des éléments, mais je pense que ce qui est sorti en Amérique dans les années 60 est très original parce que c'est sorti des étudiants de Berkeley, c'est sorti d'une jeunesse qui, dans le fond, qui dans un monde riche et aisé, vivant dans le confort, a commencé à éprouver le besoin du rejet de ce confort, de cette vie vide à l'américaine, avec le règne du fric. Ils ont voulu vivre une vie autre, communautaire et sobre, certains se nourrissant des déchets qu'on trouvait dans les poubelles. Et en même temps, il y avait la guerre du Vietnam qui a créé une osmose entre la révolte contre la guerre au Vietnam. Donc, si vous voulez, ce serait peut-être exagéré de dire qu'on préfigurait ça, mais nous étions quand même, faisons quelque chose qui n'était pas inscrit dans la norme sociale à l'époque, ça c'est vrai. Si le micro peut aller vers... voilà, madame, un petit peu au milieu. Je prendrai ensuite une question et puis ce sera à nouveau à Philippe Morier-Genoux de nous proposer une lecture. Ne pensez-vous pas que les positions de Jeremy Corbyn et de Bernie Sanders et les soutiens qu'elles reçoivent peuvent constituer une lueur d'espoir vers plus d'humanisme? C'est une question qui peut s'adresser. Est-ce que les uns les autres, vous avez des éléments de réponse à la question? Est-ce que c'est une question sur Jeremy Corbyn et Bernie Sanders? Est-ce qu'ils représentent, est-ce qu'ils incarnent un nouvel espoir? Moi, je veux bien dire, mais de toute façon, improbablement. Pour moi, à titre personnel, oui. Mais surtout, pour revenir sur un point de débat qui s'est constitué, c'est que moi, je pense, dans ce qu'a très bien dit Edgar Morin tout à l'heure, sur ces nouvelles apparitions de formes d'expérience. Et moi, j'insiste beaucoup sur l'idée d'expérience. Il y a quand même, par rapport à la situation de l'après-guerre évoquée, il y a un déplacement du centre de gravité des luttes politiques qui sont moins adressées vers le centre, vers le parti, vers l'idée révolutionnaire, vers la prise de pouvoir et vers des formes d'expérience qui vont se jouer de façon beaucoup plus locale, de façon beaucoup plus territorialisée, sur des réseaux affinitaires, sur des formes de coopération, qui peuvent parfois être internationales d'ailleurs, hein, mais sur quelque chose où l'obsession, en tout cas de l'État et de son contrôle, et finalement aussi de la forme politique représentative, soit centrale. Et moi, il me semble que dans toutes ces expériences-là,
il y a quelque chose qui se joue dans les mouvements actuels, évoqués, des places, des indignés, etc., et qui ont ensuite des effets de bord. Parce que le reproche qu'on leur fait, c'est qu'on leur demande quel est votre programme politique, hein, dites-nous, et dites-nous vraiment quel est votre programme politique. Alors précisément, c'est une mosaïque en constitution d'expériences très différentes, nourries par des intellectuels et des pensées très très différentes qui sont en coordination, mais elles ont quand même des effets de bord ensuite sur le centre. Hein, et je pense que si on veut regarder aux États-Unis, alors je connais mal la situation, mais si on lit un petit peu les commentaires qui sont faits, toute la campagne de Bernie Sanders, c'est en fait, d'une certaine manière, en partie et en partie seulement, hein, c'est pas la cause unique, mais un effet de bord conséquent de Occupy Wall Street. Hein, et que finalement, cette idée que ça a aussi déplacé, à la fois dans l'expérience de ceux qui l'ont pratiqué, mais aussi dans les cadres et les représentations de l'espace politique des Américains, l'idée qu'on pouvait déplacer un peu des curseurs politiques qui étaient quand même se ramenaient très fortement vers une polarité centrale, et rend possible, enfin transforme les conditions de possibilité de la campagne, même si elle risque d'échouer, de Bernie Sanders. Merci. Puisque je suis aussi le gardien du temps, et je vais peut-être maintenant demander à Philippe de nous rejoindre, sauf s'il y a une dernière question. Il y a une question, d'accord. On va prendre la question du monsieur, et puis après ce sera à toi, Philippe. Encore une question, hein. Ou une remarque, une proposition, je sais pas. Voilà, je parlais un peu de Beyrouth. Si vous considérez Beyrouth comme une ville insoumise par son histoire et de tous ses voisins, et si vous la considérez comme telle, est-ce que les intellectuels européens ne sont pas un peu tièdes par rapport à cette insoumission? Oui. Je ne sais pas si je peux dire en général que Beyrouth est une ville insoumise toute seule entièrement. C'est un peu difficile, mais enfin, en tout cas, il s'y pratique des formes d'insoumission évidemment marquées et marquantes. Vous voulez parler de Beyrouth maintenant, j'imagine, ou de Beyrouth avant la guerre? Parce qu'il y a aussi l'incarnation de Beyrouth insoumise, c'est juste avant la guerre civile. Et aujourd'hui, effectivement, on y retrouve quelque chose qui ressemble à cette ébullition-là. Mais quand même, là aussi, hein, c'est passé par une expérience d'une telle difficulté que, bon, on est dans une ville qui renaît de ses cendres. Peut-être qu'il y a aussi dans ce contexte particulier quelque chose qui fait de cette ville-là une ville particulièrement insoumise. Je ne comprends pas votre question sur le rapport des Européens avec Beyrouth. Ils sont un peu tièdes par rapport à l'aide à cette insoumission. Je crois qu'ils l'identifient pas comme tel, en fait. C'est plutôt ça. À Beyrouth, c'est une sorte de fermentation intellectuelle avec plusieurs appartenances, plusieurs options. Dans une certaine mesure, il y a une partie des intellectuels européens qui, au contraire, s'identifient trop à ça. Enfin, je pense qu'il faudrait vraiment parler très longtemps pour voir quels sont les rapports profonds des intellectuels européens avec ce qui a pu se passer au Liban, ce qui se passe aujourd'hui dans la région. Je ne sais pas directement le rapport, mais pour une grande partie, je pense qu'effectivement, le contact est perdu complètement. Personne ne sait réciproquement ce qu'on peut faire ensemble, même à la limite. Merci Leïla. Philippe, alors ce texte, hein, on fait un saut. Je ne sais pas si c'est un moment de légèreté. En tout cas, voilà, c'est un... Dionys Mascolo, dans son œuvre, il a écrit sur des choses tellement différentes, et notamment un très joli texte qui s'intitule De l'amour, c'est-à-dire tout simplement, qui a été réédité chez Benoît Jacob. Et ce texte est d'ailleurs préfacé par Edgar Morin. Edgar nous rejoint dans un instant. Texte préfacé par Edgar Morin, texte particulier où on entend justement la voix de Dionys parler d'un sujet profond, mais avec des accents un peu, je ne sais pas comment dire, grinçants. Drôle aussi. C'est un texte plus court que le précédent et qui ouvre sur un autre ton. De quelques antidotes, du fatal. On va attendre que Edgar nous rejoigne. Bon.
Donc, de quelques antidotes du fatal non-amour de l'amour. Enfin, il n'est bien entendu pas question de proposer quelques résolutions que ce soit de la contradiction qui marque le projet amoureux. Mais les antidotes de ces misères qui tendent à rendre l'amour impossible et pour le penseur impensable existent aussi. Enfin, il y aurait tendresse, par exemple, qui tempère la rudesse du désir et fait baisser les armes aux chasseurs, aux guerriers conquérants, aussi bien qu'à Pentésilée, qu'il lui arrive d'avoir en face de lui. Tendresse capable ensuite d'ouvrir, si elle ne stagne pas, à la complicité sans gloire ni remords, déjà marquée d'innocence, qui mènera peut-être à l'amitié. Mais tendresse toujours fragile, suspecte pour la noblesse même qu'elle apporte, d'attiédir le désir premier. Voilà, alors il y a encore amitié. Amitié qui va peut-être permettre à la fin au plaisir partagé de s'étendre au partage de pensées. Amitié qui, à peine conçue, a le mérite sans égal d'effacer de l'être aimé toute trace du fantôme dont il se doublait tout d'abord, selon les fantaisies nées de la peur d'aimer. Peur à peu près universelle, on le sait, enfin surtout masculine, hein, si l'on en croit les témoignages. Mais seuls des hommes témoignaient, et à laquelle la littérature des romans noirs, en écho à de très anciens mythes, a donné forme réaliste. Disons la Sphinx, la Gorgone ou Méduse, Judith ou Salomé. Mais amitié sera elle aussi quelquefois ressentie comme dangereusement émolliente. Ne mettrait-elle pas au second rang la passion? Enfin, il y a aussi estime comme antidote, qui ajoute à l'amitié même de la conviction. Estime, par exemple, est seule capable de redonner à l'être aimé la dignité que lui fait perdre l'animalité, où l'acte amoureux le réduit. Vue très naïve, mais inévitable, et secrètement dégradante, en effet, que celle de l'amour qui se fait dans la proximité du cloaque, mot de bataille, ou avec des organes excrémentiels de Baudelaire encore. Le désir, le plaisir de faire perdre conscience ne sont susceptibles de plénitude que si j'aime d'estime cette conscience. Provoquer sa défaite ne me séduit que parce que je la sais être en éveil, en exigence et même en défense. Mais estime, à son tour, serait parfois soupçonnée de retirer du relief au rapprochement, enfin de le dédramatiser. Déception pressentie de la fin des combats, il y aurait en effet comme une menace de paix. Après quoi, estime et amitié-tendresse, mêlées, pourront donner lieu à ce qui est peut-être l'une des façons les plus heureuses pour le couple de s'accomplir, et qui est la faculté d'aimer ensemble les mêmes choses du monde. Mais cela même, ne plus faire qu'un devant le monde, peut nourrir une tristesse spécifique. Les temps où c'était à la découverte de l'un de l'autre que l'on se livrait, eh bien ces temps, ils sont passés. Enfin, l'espèce de casuistique s'y engager serait évidemment à n'en pas finir. On l'abrégera donc, non sans avoir fait un sort spécial, à compassion, qui ajoute à ce qui précède une indispensable note. Compassion. Ce mot, à première vue, peut choquer. Mais il désigne l'unique antidote des sécrétions de ce petit venin de mépris que produisent tant de pensées d'entreveille et sommeil, ces sensations d'âme qui affleurent à peine à la conscience ou qui restent tout à fait confinées dans la pénombre, où elles continuent néanmoins de travailler. L'une des moins basses serait un murmure où compassion et mépris coïncident encore, comme « Tu m'aimes comment? Ne serais-je pas ému de ta misère? Ô déchéance, que tu ne puisses te passer du néant que je suis. » Où compassion et mépris, donc, coïncident encore,
bribes de vérité cruelle, certes, mais qu'il faudrait justement tenter de ne pas refouler. Il conviendra plutôt d'étendre à l'autre ses clairvoyances furtives et de s'aviser qu'il doit de son côté en être au même point, visiter des mêmes demi-pensées. La compassion réciproque, indemne de mépris, trouve là sa naissance. Une tension complexe, quadruple même, si l'on compte bien, puisqu'il faut pour en venir là que chacun se soit d'abord pris lui-même en pitié. Et cela ne peut plus choquer que les amants expéditifs ou présomptueux, soucieux avant tout d'artificiel sublime. La compassion seule préserve du mépris qui persiste autrement à l'état endémique jusque dans l'admiration de principe. De plus, compatir, c'est n'est nullement exclusif d'admirer. En toute rigueur, on n'a donc guère le choix. C'est admiration, compassion, quelque difficile à admettre qu'elle soit, contre admiration, mépris, donnée plus immédiate. Alors on ne saurait trop insister sur ce point. Le préjugé tenace qui veut que compassion ou pitié soit étrangère à la constitution de l'amour représente l'une des plus graves limites de la capacité d'aimer. Il met déjà en doute indirectement qu'amitié et estime soient des dimensions de l'amour. Plus radicalement, ce refus de la compassion qui prétend préserver l'amour de la désacralisation qui en résulterait est une expression du seul souci de soi. Alors, compassion, comme on vient de dire, suppose en effet que l'on se soit premièrement pris en pitié soi-même. Et cela n'épargne personne. Diviniser l'autre prend alors tout son sens. Par la simple raison que je suis un autre pour l'autre. Alors le diviniser, c'est de quelque façon m'attendre à être divinisé en retour. On ne serait pas loin alors de jouer en toute bonne foi une comédie d'âme à âme qui évoque une grande comédie du passé, dont elle n'est peut-être qu'une réminiscence. Comédie qui est celle du Dieu, très justement nommé Dieu d'amour. Ce Dieu d'amour qui aime tellement les hommes et a tellement besoin d'être aimé d'eux qu'il punit d'éternels supplices ceux qui n'auront pas su l'aimer assez. En bonne théologie, l'amour de l'âme pour Dieu est une partie de l'amour infini que Dieu a pour soi-même.